Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésu. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. Et oui, c'est l'heure des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs. Alors, je reçois un drôle d'écrivain aujourd'hui. C'est une grande judokate, médaillée olympique, 3 fois championne du monde de judo, bien sûr. Je vous parle de cette grande judokate d'origine guyanaise, Lucie Descosses. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup de venir à Télésud. C'est un plaisir. Oui, je vous préviens aux téléspectateurs quand même que j'ai menacé Lucie Descosses pour qu'elle vienne. Non, c'est pas vrai. Je pense que non, j'aurais trop peur de recevoir des hippones ou des. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous avez donc, on peut dire, coécrit un livre avec Brice Perrier. C'est ça. Voilà. Donc, on découvre votre intimité et le titre de ce récit autobiographique, Je suis restée debout, voilà, aux éditions du Moment. Eh bien, démarrons tout de suite le premier chapitre de l'émission au fil des pages. Yokoso, Lucie Descosses. Alors, soyez la bienvenue. Alors, avant d'aller en profondeur dans votre ouvrage, vous avez tourné le dos au tatami le 30 août 2013, à l'issue des championnats du monde à Rio de Janeiro. C'est parce que la motivation vous a abandonné. Est-ce que c'était un burn-out? Non, disons que ça faisait quelques années que j'étais en équipe de France. Et puis, mon objectif principal, c'était les Jeux Olympiques. C'était la médaille d'or. Et donc voilà, je savais qu'après cette année de 2012, j'avais encore envie de faire une année pour dérouler un peu. Mais je savais que je n'aurais pas pu faire plus longtemps parce que c'est 2 entraînements au quotidien et que ça commençait à être dur physiquement et mentalement. Oui. Alors justement, on va voir dans l'émission, on va comprendre pourquoi vous dites que c'est dur mentalement, parce que moi aussi j'ai été très surprise de découvrir que parfois il y avait des doutes en vous. Alors avant d'aborder ce thème, pour découvrir qui est Lucie Descosses, alors vous êtes née à Chaumont, en Haute-Marne, et en fin de compte, c'est à partir de 6 ans que vous commencez à pratiquer le judo dans la ville d'Écouen, qui se trouve c'est une commune du Val d'Oise. Alors, et vous dites, vous battiez les garçons au judo. Mais c'est vrai que le judo, c'est un sport qui est mixte pendant presque tout le temps, sauf dans les compétitions. Mais en tout cas, c'est vrai que là, quand j'étais jeune, comme je faisais partie aussi peut-être des meilleures filles, je combattais avec les garçons et puis je les battais. Donc on est un petit peu la fille qui bat les garçons quand on est petite. Donc moi, dans le club, c'était ça. Ouais. Et puis un moyen aussi de vous révéler et puis de se donner confiance aussi. Parce que quand on bat les garçons, c'est-à-dire, voilà, je peux battre n'importe qui. Ouais, disons qu'il y a toujours une petite concurrence entre les filles et les garçons dans le milieu sportif. Oui. Et donc, c'est vrai que ça donne confiance quand on est un petit peu au-dessus des garçons. Et ça, c'est quand on est jeune. Après, ça change. Ça change. En tout cas, c'est vrai que ça donne confiance. Alors, cette passion du judo donc, a débuté à 6 ans. Vous écrivez que vous êtes aussi une fille métisse, la maman est guyanaise, le papa d'origine de Chaumont, de cette ville où vous habitiez. Je voudrais savoir, parce que vous parlez très peu de votre métissage, est-ce que pour vous, c'était un moyen justement, c'était une sorte de motivation, d'émulation, le métissage? En fait, j'en parle peu parce que c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, avec Brice, on a beaucoup parlé et justement, il me demandait mon rapport un petit peu avec ma couleur dans mon évolution personnelle. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas eu, on va dire, de soucis avec ça. Donc, ni de racisme, ni quoi que ce soit. J'ai toujours évolué, on va dire, normalement, comme si avoir un père blanc et une mère noire, c'était normal. Oui. Donc en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, ce qui fait que, pour moi, jusqu'à ce qu'on aille en Guyane, on va dire, j'étais une métisse avec un père blanc et une mère noire. Et c'est vrai que les choses ont changé quand on s'est installé en Guyane et qu'on a vécu en Guyane, où là, on a encaissé beaucoup des racines guyanaises et qu'on s'est... Enfin, quand je dis on, c'est mes sœurs et moi. On s'est vraiment attachés et on a eu plus d'envie de
de se dire, entre guillemets, guyanaise et noire, quoi. C'est vrai que c'est à ce moment-là. Alors, vous installez justement en Guyane, c'est bien la transition. Vous allez en Guyane, à Matoury. Là, vous retrouvez, bien sûr, comme vous dites, les racines, votre grand-mère, arrière-grand-mère même. C'est votre grand-mère qui est une chanteuse très connue en Guyane. Voilà, donc là, vous apprenez la culture et vous vous inscrivez donc dans le club, de club spatial, à Matoury. À Kourou. À Kourou, pardon. Et donc à Matoury, c'est là que vous habitiez. Là, c'est le berceau familial de toute la famille. Mais toute la famille. En fait, nous, on est arrivés à Kourou. Et donc, je me suis licenciée au club à Kourou. Mais ce qui est étrange, c'est que vous pratiquez un autre sport, le football. Vous aviez besoin toujours, d'être en compétition. J'ai toujours fait du foot. Donc, j'ai commencé le judo. Après, j'ai commencé le foot avec moi. Et donc, quand je suis arrivée en Guyane, j'ai continué les deux sports. Et là, c'était quand je suis arrivée en Guyane, ce qui était qui était bien, c'est que je suis arrivée dans une équipe de filles. J'avais toujours été dans une équipe avec des garçons. J'étais la seule fille. Et là, quand j'arrive en Guyane, je suis dans une équipe de filles. Il y a un championnat féminin qui est assez médiatisé, on va dire. Et donc là, ça m'a donné un certain goût encore plus prononcé pour le foot, même si je faisais toujours du judo à côté. Et il y avait un sport qui prévalait ou quand même votre âme partait pour le judo? En fait, j'aimais vraiment les deux. Beaucoup. Mais après, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et le choix du sport individuel, c'est celui-là que j'ai préféré parce que quand dans les sports d'équipe, quand tu perds, c'est toujours la faute des autres. Et donc là, je préférais le côté si je perds, c'est de ma faute, si je gagne, c'est grâce à moi. Oui, voilà, c'est bien, des chants, une récompense, à soi. Donc là, vous intégrez donc cette équipe aussi de foot féminin, le Geldar. Et puis, vous passez en même temps que vous pratiquez le judo, on vous propose de passer justement un championnat en France de 3e division. Donc vous allez et vous le remportez. Je gagne pas, je fais 3e. 3e, oui, pardon. Mais pour moi, quand je l'ai raconté dans le livre, c'est comme une victoire parce qu'il y avait personne, en tout cas... qui avait quitté la Guyane et qui avait été médaillée dans un championnat de France. Donc moi, j'étais la première. Donc ça c'était vraiment... je suis revenue, c'était la fête. Et ça m'a marquée parce qu'en fait, je sais que si j'avais eu un parcours classique en France, ça aurait peut-être été plus dur parce qu'il faut passer par des championnats départementaux, régionaux, interrégionaux pour arriver jusqu'au championnat de France. Alors que là, parti de la Guyane, on est parti à 3, on est arrivé en France, les 3 Guyanais qui voulaient essayer d'aller faire une médaille en France, et moi j'y suis arrivée, donc ça a été le début de quelque chose pour moi. Alors il faut dire que vous étiez à Chaumont, mais c'est parce que vos parents avaient envie de retourner en Guyane. C'est pas question de mutation. Non, en fait, je suis née à Chaumont. Oui. Mes parents sont allés vivre dans le Val d'Oise, donc à Écouen. Et en fait, de là, ils souhaitaient vivre en Guyane. Donc c'est ça. Alors justement, peu après ce championnat en France de 3e division, vous intégrez le sport-études d'Orléans en 1997. Alors là, vous expliquez, c'est très dur. Entraînement matin, midi et soir, allez hop, des séries interminables, comme vous dites, de Nagekomi. Voilà, pour vous dites, c'est un calvaire quotidien. Vous dites même que vous découvrez votre point faible. Là, c'est les combats au sol. Oui, j'ai découvert beaucoup de points faibles parce que en fait, comme je raconte, moi, je me suis vraiment bien acclimatée à la Guyane quand j'arrive là-bas, et donc j'ai, on va dire, j'ai pas une assiduité à l'entraînement, qui est très. J'ai pas d'assiduité du tout, je suis pas trop sérieuse. Je vais au judo pour m'amuser, je suis dans le plaisir, et d'un coup. Quand j'arrive au sport-études d'Orléans, là, c'est rigueur, performance. Et moi, j'étais pas du tout habituée à ça. Donc ça a été compliqué physiquement parce que je tenais pas le coup. Et puis mentalement parce que ma famille était en Guyane, mes sœurs étaient en Guyane. Et que j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ?
Et puis finalement, c'est ça qui m'a forgé un peu. Et puis petit à petit, j'ai passé les étapes. Oui, petit à petit, vous passez les étapes. Il y a eu même ce championnat de France cadette, votre premier titre national en 1998. Mais ici, quand on dit sport-études, il y a aussi le bac. Vous préparez en même temps le bac. Donc c'est vrai qu'il y a, faut avoir la tête vraiment sur les épaules, d'un côté sur le tatami et de l'autre côté sur les cahiers. Oui, et puis c'est compliqué parce que forcément, comme moi j'avais ma famille qui était assez loin, donc j'en profitais un petit peu pour moins travailler parce que mes parents ils sont pas là pour suivre. Donc c'est vrai que j'ai eu une première qui était un peu compliquée où j'ai commencé à avoir des résultats qui baissaient et puis il y a le bac qui est arrivé. Heureusement que dans ces sports-études, on a quelqu'un vraiment l'entraîneur de judo est là aussi pour suivre les études, donc qui m'a un petit peu bousculée en me disant que le judo c'était bien, que j'étais performante, mais il fallait que j'ai mon bac. Et donc, moi, je comprenais ce qu'il disait, mais j'étais un petit peu trop partie sur l'envie de faire du judo. Et donc, j'ai raté une première fois mon bac, effectivement. Ouais. Et puis après, la deuxième fois, voilà, vous l'avez. Et c'est marrant parce que vous dites, on vous fait le reproche d'être nonchalante. C'est-à-dire qu'au cours de ces championnats, de ces épreuves sportives, vous avez beaucoup de pénalités. Et donc, on vous dit, mais voilà, vous êtes nonchalante. Et pourtant, vous semblez plutôt très vive. Enfin, moi, je ne connais pas le judo, mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais trop aimé ce mot nonchalante parce que j'étais une fille qui attaquait vite, oui. Qui sentait le judo, mais j'avais tellement besoin d'avoir ces sensations que je mettais un petit peu de temps à démarrer. Et le reproche en fait que je fais aux gens qui m'ont dit ça, c'est que souvent, c'est facile quand, on va dire, entre guillemets, un sportif noir est un peu plus, on va dire, sur la réflexion, un peu plus lent. On le traite toujours de nonchalant, alors que le sportif blanc, le mec qui fait la même chose, on lui dit pas qu'il est nonchalant. Donc ça, c'était un peu le pic un petit peu facile à dire, oui, dépêche-toi, t'es plus en Guyane, machin. Bon, bref, moi, je le comprenais pas trop. Il se trouvait que j'étais pas agressive, ça c'est vrai, mais entre ne pas être agressive et être nonchalante, il y a quand même. Oui, j'ai pas trop développé ça dans mon livre. Oui, parce que et vous dites aussi à un moment il y a, alors je me souviens plus du nom de l'entraîneur, du coach, je sais plus si c'est Ralph ou Serge, mais en tout cas il y a quelqu'un qui vous dit, tu es là pour te battre. Oui, c'est ça. Le judo, c'est un sport de combat. Moi, j'aime bien la technique. J'aime bien, comme je dis, ressentir les sensations. Et en fait, à un moment donné, j'ai un entraîneur, donc Serge, qui me dit t'es pas assez agressive et t'as choisi un sport de combat. Donc soit t'acceptes d'être agressive et tu mets toutes les chances de ton côté pour vraiment aller le plus loin possible, soit tu restes comme t'es, il m'a dit, et des fois tu gagneras et des fois tu perdras. Oui. Et c'est vrai que le judo, parfois, je ne sais pas si je pense que le réalisateur met certaines photos, mais c'est vrai qu'il y a certaines, comment on appelle ça, prises, voilà, qui sont très violentes. Où on voit, il y a une photo où on voit la chinoise, le visage qui est complètement déformé, mais. Alors, donc voilà. Alors, il y a ça, on reprochait d'être nonchalante. Mais on vous reproche aussi, surtout vos coéquipières, lorsque c'est en équipe de France féminine, elles vous reprochent d'être très secrètes. Vous mettez à part, vous sortiez même l'excuse, je vais à la poste, quand vous aviez besoin de vous retrouver un peu, de faire une petite escapade lorsque vous étiez dans des pays étrangers pour les compétitions. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est un petit peu le personnage que j'ai choisi quand je suis arrivée en équipe de France parce que j'étais assez solitaire. Et en fait, quand on est dans un groupe, on va dire que les traits de caractère, ils sont tout de suite accentués. Donc moi, j'étais la secrète, Barbara, c'était la comique. Enfin voilà, tout le monde a son petit rôle dans le groupe. Et c'est vrai que moi, au début, comme je n'étais pas habituée à cette vie de groupe, moi, j'avais fait 2 années seulement au sport-études et beaucoup d'autres filles dans leur parcours passent par des pôles espoirs, des pôles France, sont habituées à cette vie de groupe. Moi, je ne l'avais pas, donc j'aimais bien être seule. Et j'aimais bien, des fois, partir parce qu'on est tout le temps, 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Et donc, je me trouvais des petites excuses. Il y avait des jalousies, parce que ce sont des sportives aussi de haut niveau. Donc, il y avait, oui, mais toi, tu es nulle dedans. Est-ce que ça y allait pour casser
Non, il n'y avait pas de jalousie, ouais, mais tu te prends pour qui? Non. C'était Franchement, vraiment le respect, l'art ouais. martial, quoi. C'était le respect. Oui, et puis on est, comme je dis, on est un groupe, on vit ensemble quasiment au quotidien. Et du coup, on s'accepte les unes les autres. Et c'est vrai que même si des fois, peut-être qu'il y a des gens qu'on n'apprécie pas, mais en tout cas, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Chacun, on arrive à vivre avec le collectif, en fait. À 19 ans, vous êtes la remplaçante. D'ailleurs, je cherche, voilà, vous êtes remplaçante pour les JO de Sydney. Donc, je suppose que la pression devait être très lourde. Il y a aussi ces jeux pour lesquels je passe, parce que comme on m'a dit que ça y est, ma première partie est déjà bien engagée, vous avez aussi, vous obtenez la médaille d'argent aux JO de Pékin. C'était en 2008. Comment, expliquez-nous à ceux qui aiment le judo, ces jeunes enfants qui rêvent de devenir comme vous dites, champion olympique, c'est toujours été votre rêve, comment gérer cette pression? Moi, comme j'avais eu la chance j'avais eu l'occasion de faire les Jeux Olympiques 4 ans plus tôt, donc je savais ce que c'était que la pression. En plus, j'avais perdu à Athènes, donc je me suis servi de cette expérience-là. Et quand je suis arrivée à Pékin, c'est vrai que j'ai géré les choses autrement. J'ai essayé de moins me mettre la pression, de me concentrer sur ce que j'avais à faire sur le tapis en judo. Et ça s'est pas trop mal passé. C'est une médaille d'argent, même si j'en étais pas contente. Mais ça reste une médaille quand même, c'est vrai. Ah oui. Je pense qu'il faut être fier de son parcours. Mais ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'à un moment, il y a une période de doute. C'est comme si vous étiez, entre guillemets, une sorte de dépression, une sorte de burn-out. Enfin, voilà, vous aviez besoin... c'était Lucie Descosses qui avait besoin qu'on la travaille psychologiquement. Plus sur le tatami, c'était déjà réglé, mais c'était dans votre tête. Mais ça m'est arrivé très souvent d'avoir ces moments où j'en avais marre d'être la meilleure, entre guillemets, parce que je gagnais le tournoi de Paris, parce que je gagnais les championnats d'Europe, et que au championnat du monde, à un moment donné, je gagnais pas. Aux Jeux Olympiques, je m'étais ratée. Donc ça, c'était l'époque entre 2002 et voilà, 2008, où ça a été un peu bizarre pour moi. Et après, j'ai été chercher des gens qui m'ont aidée, des gens pas dans le judo. Oui. Au début, pas dans le judo. Et puis après, c'est vrai que l'Arbi, quand il est arrivé en 2009, lui, il était aussi médaillé olympique, il était champion du monde. Et surtout, sa qualité, c'est que c'était un judoka qui s'était jamais posé de questions dans sa vie. Donc c'était l'opposé de moi. Moi, je me posais tout le temps des questions. Avant les compétitions, je paniquais un peu. Et lui, c'était tout le contraire. C'est quelqu'un qui s'est levé tous les matins en se disant « je veux être champion du monde ». Il allait à l'entraînement, il se posait 0 question, en compétition 0 question, et donc il m'a transmis un peu sa façon de penser. Vous parlez aussi de ces problèmes de poids, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes dans une catégorie 63 kilos, c'est ça? Et puis donc, lorsque on fait pas attention, c'est vrai que vous preniez du poids, et il fallait un moment, c'était très intense pour la peser, avant la peser, donc il fallait perdre ce poids avant la peser pour ne pas être disqualifié. Et il y avait toutes sortes de méthodes. Courir le matin, manger très peu. Enfin, c'était un rythme horrible. En fin de compte. C'est très drastique. Et puis surtout, on perd beaucoup d'eau. C'est-à-dire que c'est pas un régime à long terme où... on essaie de le faire à long terme, mais sur la fin, on perd beaucoup d'eau. Et forcément, on reprend après ces kilos. Mais pour perdre de l'eau, il faut transpirer, il faut pas boire. Et donc ça, c'est des choses qui marquent, parce que c'est très très dur. Et quand tu es chez toi et que tu es là, tu bois ça d'eau dans la journée, et que tu as tes parents qui font à manger, que tu as des gens qui sortent, tu as une vie un peu spéciale, mais c'est pas toute l'année, c'est vraiment sur les périodes de compétition. On va terminer avec ce JO, ces JO de 2012. Nous sommes à Londres. On a l'impression que voilà, là, sur le plan psychologique, on a retrouvé Lucie Descosses, qui est sûre d'elle, qui a plus de doute. Voilà, les remises en question, remises en cause, c'est dans le placard. Et là, vous dites, vous êtes même sûre de vous, c'est-à-dire que vous arrivez presque la fleur au fusil, quoi. Il y a comme un changement.
qui s'opère, non? J'étais plus sereine que les 2 autres Jeux Olympiques que j'avais faits, c'est vrai, mais aussi parce que c'était mes derniers, parce que c'était ma dernière grande compétition et que, entre guillemets, j'avais plus rien à perdre et j'avais surtout tout fait pour être prête ce jour-là, parce que je m'étais entraînée tous les jours depuis ma médaille d'argent à Pékin et jusqu'à ce 1er août à Londres. Je pense qu'aux Jeux tous les jours pendant 4 ans. Et donc tous les jours quand je m'entraîne, c'est uniquement pour ça et j'ai fait beaucoup de sacrifices. Donc j'arrive avec un peu moins de doute, un peu plus sereine, même si ça n'empêche pas qu'avant de monter sur le tapis, j'avais toujours ce petit stress. Ouais. Mais en tout cas, je m'étais tellement consacrée, et c'est ce que j'essaye de faire ressortir dans le livre, c'est de dire que d'arriver jusqu'à ce titre, ça a été des sacrifices. Et je sais qu'il y a des sportifs qui ne parlent pas de sacrifices, parce qu'ils disent qu'on vit des bons moments et que c'est plutôt des choix mais que des sacrifices. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, ce sont des sacrifices. Une très belle photo, puisque votre livre aussi est étoffé de photos personnelles. On vous voit enfant, en tenue, en kimono. Et il y a cette photo, justement, lorsque vous gagnez justement cette médaille d'or au JO de Londres. Donc, vous expliquez que vous quittez tout de suite le tatami et vous tenez les mains de vos parents. Et vous baissez comme si on sent que ça y est. Voilà, je suis championne olympique. C'est exactement ça. J'étais obligée de la mettre, cette photo, dans le livre parce que ça a été le plus beau moment de mes Jeux Olympiques. La victoire, battre l'Allemande, c'était un combat de judo. Sortir de ce combat, voir mon père pleurer, j'ai quasiment jamais vu mon père pleurer, ma mère qui pleurait, mes sœurs qui pleuraient. Ça m'a fait quelque chose et je pouvais pas, ils étaient assez hauts donc je pouvais pas les prendre dans mes bras, donc on se tenait les mains comme ça et puis voilà, je leur ai dit ça y est, on l'a. Ouais. On l'a, parce que c'était pas que moi, ils m'avaient tellement suivi pendant toute ma carrière que pour moi la médaille était pour nous, quoi. Ouais, pour vous tous. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Lucie Descosses pour cette première partie d'émission. Nous allons prendre la deuxième partie, donc c'est carte sur table. Comme il nous reste très peu de temps pour cette deuxième partie d'émission, la carte sur table, c'est une photo. Voilà, il y a plusieurs photos, mais la première photo sur laquelle je vais m'arrêter, c'est vous. Parce que, donc, après Lucie Descosses, qui est entraîneuse donc, chez les cadettes, je voulais savoir, est-ce que, vous pouvez être bien sûr entraîneuse, hein, mais est-ce que ça vous intéresse d'être ministre des Sports et de la Jeunesse sous Hollande, sous le président Hollande? Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, parce que je pense que c'est intéressant. Mais c'est pas trop, j'ai pas trop le profil. Je crois pas que c'est un rôle que je pourrais assumer, parce que c'est un rôle où on est quand même mis en avant et moi c'est pas trop mon truc. Et même si je pense qu'il y a des choses de bien à faire, que c'est un poste qui est intéressant, mais dans la forme, ça m'intéresse pas. Bah comme ça, vous pourriez faire une clé de bras, mettre des bâtons dans les roues à Teddy Riner, comme ça, puisque apparemment il. Non, au contraire, ce serait pour valoriser encore plus le judo. Oui. Mais bon, il y a d'autres judokas qui ont été ministres des Sports. Donc, oui, voilà, donc David Douillet. Donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas continuer sur la lancée voilà, des ministres. Non, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Très bien. Je laisse la place pour Teddy. Pour Teddy, Riner, ouais. Nous allons passer à la troisième partie de l'émission. Bien sûr, c'est le coup de cœur. Pour ce coup de cœur, Lucie Descosses, vous avez choisi un livre d'Emmanuel Bernheim. Pourquoi Stallone? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement parce que c'est un livre que m'a conseillé un collègue à l'INSEP. Et il m'a dit, tiens, c'était sur son bureau, il m'a dit, tiens, lis ça, tu verras, ça peut être intéressant pour toi. Donc au début, je me suis dit Stallone, je me suis dit, pourquoi il veut me faire lire ça? Et puis en fait, l'histoire de Lise, qui, à partir d'un film, change toute sa vie, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, comme moi j'aime beaucoup les signes aussi, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je vois toujours des signes dans les choses qui se passent. Et donc je me suis dit là, pour elle, c'était ça, c'est-à-dire qu'en voyant juste un film, elle a changé toute sa vie, elle quitte son petit ami, elle reprend ses études.
Et voilà, et moi, je me dis que dans la vie, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, peut-être que parce qu'en ce moment, j'attends ce signe pour, pour faire ma reconversion et puis faire des choses plus tard. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi ce livre à ce moment-là. Mais quand vous dites attendre un signe pour votre reconversion, est-ce, parce que vous dites dans votre livre, c'est créer votre vie de famille. Alors, on ne connaît pas, bien sûr, votre compagnon. On voit que vous l'avez gardé bien secret. Mais est-ce que c'est ça, avoir des enfants, parce que vous dites, vous êtes tellement maternel que vous avez envie, c'est ça aujourd'hui votre objectif? Je ne sais pas si ça peut être un objectif, mais en tout cas, c'est une envie, ça c'est sûr. Après, quand je dis attendre un signe, c'est qu'aujourd'hui, professionnellement, j'ai pris certaines voies et ça me plaît bien ce que je fais. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore persuadée de ce que je veux faire après. Et donc, j'ai pris vraiment la voie du sport avec le métier d'entraîneur, la voie du journalisme parce que je suis consultante sur Beansport, et puis que j'espère être au JO aussi pour commenter les Jeux. Et donc, du coup, voilà, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore sûre et certaine de mes objectifs professionnels, comme je l'étais dans mes objectifs sportifs. Oui. Et donc, c'est pour ça que je dis j'attends un signe. Ouais. Parce que je sais que Beansport, justement, ils avaient reçu Audrey Tchomeo, voilà. Et on voit 3 photos. Il y a Teddy Riner, donc je sais qu'Audrey Tchomeo aime beaucoup les fringues, apparemment. Et donc, elle critiquait, elle disait oui, Teddy Riner. Et puis, il y avait une sorte de blond, je ne sais pas. Et puis, il y avait vous, avec votre trench coat. Elle disait, la classe. Voilà. Donc, c'est... Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, et elle expliquait, la présentatrice sur Beansport, que vous étiez consultante, voilà, pour parler de judo pour les prochaines compétitions. Oui, c'est une opportunité. C'est intéressant de pouvoir parler de son sport. Et puis d'un autre côté, je pense que je suis assez légitime pour le faire. Donc, non, c'est bien. Mais après, j'espère pouvoir faire encore plus de choses. Consultante, c'est bien, mais j'espère petit à petit faire plus de choses. Très bien. En tout cas, je vous le souhaite. Vous avez un super parcours, Lucie Descosses. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent d'avoir ce palmarès, voilà, ces titres mondiaux, voilà, ces médailles olympiques. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait briller la France. Voilà, merci. Alors, en tout cas, je vous conseille ce livre de Lucie Descosses, coécrit avec Brice Perrier. Je suis restée debout, aux éditions du Moment. Merci beaucoup. Merci. Et puis quant à nous, on se retrouve, mes chers complices, la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt.